Toujours dans le cadre des révisions du cours sur Aristote et les figures du bien, je vais vous proposer maintenant une mise au point à partir d'une question qui m'a été posée par mail. Il s'agit de la question de savoir exactement pourquoi, selon l'analyse aristotélicienne, donc selon la physique aristotélicienne évidemment complètement obsolète maintenant, mais un ballon tombe-t-il? Cette question va permettre de fournir quelques rappels sur la question des quatre causes chez Aristote. Donc je rappelle que les quatre causes aristotéliciennes sont en fait quatre types de réponses à la question pourquoi. C'est-à-dire que quand nous posons la question pourquoi telle réalité existe, pourquoi tel mouvement se produit-il, tel phénomène se produit-il, eh bien pour Aristote, lorsque nous répondons en disant par exemple parce que, etc., nous pouvons classer ces réponses en quatre grands types. Le premier de ces types étant la cause matérielle. La cause matérielle, donc je rappelle, la matière immanente dont une chose est faite ou ce dont une chose est faite et qui lui est immanent, parce que c'est important que la matière elle reste présente dans la chose, elle lui reste intérieure, elle lui reste immanente. Ensuite, très rapidement évidemment, la cause formelle que Aristote définit comme la forme et le paradigme, le modèle. Donc le modèle, c'est dans le cas où il s'agit d'une réalité fabriquée, d'un artefact. Donc la forme et le paradigme, c'est-à-dire la définition, oui, pourquoi? Parce que la forme, c'est ce qui donne à la chose son essence et ce qui permet donc de la définir. Par exemple, que suis-je? Je suis un être humain. Qu'est-ce qui me donne cette propriété d'être un être humain? Eh bien, cette définition, donc, c'est la présence de la forme de l'humanité en moi. Et donc, la forme, comme la matière, est immanente à la chose. J'en viens maintenant à la cause motrice qui, elle, n'est pas toujours immanente. Cela peut arriver, mais elle n'est pas toujours immanente. Donc la cause motrice est le principe premier du changement ou du repos. Je dirais que la cause motrice, c'est ce qui est à l'origine du changement à un moment donné du temps. Donc la cause motrice, bien qu'elle puisse intervenir dans la durée, néanmoins, on peut lui assigner un début. Donc elle se manifeste à un moment donné, même si ensuite son action peut éventuellement durer. Ensuite, nous arrivons donc à la cause finale. La cause finale, donc il s'agit de tout simplement la fin, c'est-à-dire ce en vue de quoi la chose existe. C'est par exemple ce pourquoi la chose existe dans le sens le plus courant que nous pouvons donner à cette expression. Ce en vue de quoi. Cette fin peut être posée par l'agent lorsque la cause motrice est une cause consciente qui provoque un événement ou qui, par exemple, fabrique une substance, mais pas nécessairement la fin peut se réaliser alors même qu'aucun agent conscient ne la pose. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que la fin? Eh bien, la fin sera la pleine actualisation de la forme naturelle, de la forme immanente à la substance. Par exemple, si je prends une substance naturelle, le lapin, eh bien, la fin du lapin sera de parvenir à sa perfection de lapin, c'est-à-dire à la pleine actualisation de sa forme de lapin, et cette pleine actualisation qui, par exemple, implique la perpétuation de l'espèce, la génération, puisque comme nous l'avions vu, c'est une des fonctions de l'âme végétative. Venons-en maintenant au ballon. Donc, comment analyser le ballon à partir des quatre causes? Alors, la cause motrice, si je prends simplement la question de l'existence du ballon, de sa venue à l'existence, en vocabulaire aristotélicien, de sa génération, eh bien,
La cause motrice du ballon, c'est la cause du mouvement qui le fait venir à l'existence. Et bien, par exemple, ici, on pourra dire c'est l'artisan, ou même, si on peut raffiner encore les choses en disant c'est l'habileté, l'art que possède l'artisan de pouvoir fabriquer des ballons. Bon. La cause finale du ballon, très facile, s'il s'agit par exemple d'un ballon de football, donc ce sera le fait de pouvoir jouer, d'appliquer les règles du jeu. La forme du ballon, eh bien là c'est très simple pour nous, c'est la sphère. Et la matière du ballon, donc c'est par exemple le cuir, supposons qu'il s'agisse d'un ballon intégralement fabriqué en cuir. Cependant, cette matière du ballon, le cuir, donc c'est-à-dire le matériau qui est employé par l'artisan pour fabriquer son objet, donc ce n'est que la matière prochaine parce que cette matière peut elle-même être décomposée. Et donc, pour Aristote, tous les corps sont en dernier lieu composés des 4 éléments, donc l'eau, l'air, la terre et le feu. Et si nous prenons la matière du ballon, si donc nous prenons le cuir, on peut dire que en très grande majorité, ce cuir est composé de l'élément terre. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce que l'élément terre, donc, lui-même est décomposable en forme et matière, de la même façon que le ballon l'était. Donc la matière de l'élément terre, donc c'est ce que nous pouvons appeler avec Aristote la matière primordiale, et donc qui est pure indétermination dont la seule fonction est de pouvoir recevoir la forme, et la forme dont est composé cet élément terre, eh bien c'est la jonction de deux qualités élémentaires, le froid et le sec. Nous pouvons donc dire que lorsqu'il s'agit de la matière, dans ce cas présent, nous pouvons distinguer 3 niveaux d'analyse. Tout d'abord, la matière, c'est la matière prochaine, le matériau, le cuir. Ensuite, cette matière elle-même peut être décomposée en ses éléments naturels. Donc, dans le cas précis, on peut dire essentiellement l'élément terre, puisque le cuir, c'est une matière à la fois sèche et froide. Bon. Et à partir de là, nous pouvons également donc décomposer l'élément ou les éléments dont la matière prochaine est elle-même composée de façon élémorphique, c'est-à-dire en matière primordiale et qualité élémentaire. Vous voyez que lorsqu'il s'agit d'analyser la matière des corps, nous arrivons à des niveaux d'analyse assez complexes et cela pourrait être encore beaucoup plus complexe si nous étions en train d'analyser des corps vivants, par exemple. Bon, ici, ce n'est pas le cas. Peu importe, si vous trouvez cela un peu trop compliqué, vous pouvez vous en tenir au premier niveau d'analyse, c'est-à-dire la matière prochaine, le cuir. Donc, j'en profite pour préciser une notion de vocabulaire qui avait été évoquée, mais je pense très rapidement dans le cours. Donc ce terme technique d'illémorphisme, hein, de huller la matière et morphait la forme. Et donc l'illémorphisme, c'est donc une notion que l'on emploie très souvent pour décrire l'ontologie d'Aristote, la conception aristotélicienne de l'être. Donc le fait que pour Aristote, les formes des substances sensibles, des formes, c'est-à-dire des réalités qui nous entourent, dont nous avons l'expérience par la sensation, soient toujours unies à une matière, c'est-à-dire que toutes les réalités dont nous avons l'expérience sensible par la sensation qui nous entoure sont des formes unies à une matière. Alors, pourquoi est-ce important? Parce que
Pour Platon, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que pour Platon, autour de nous existent les individus sensibles, par exemple les êtres humains, les individus humains, mais dans la réalité intelligible existe de plus un homme en soi, c'est-à-dire la forme de l'homme en soi, et qui, elle, n'est unie à aucun corps. Alors que pour Aristote, ça n'est pas le cas, et là je vous renvoie à la question, par exemple, de l'argument du troisième homme que vous avez dans la vidéo concernant ce qui est à réviser. Et donc, alors qu'Aristote, pour Aristote, ce n'est pas le cas. Seuls existent, par exemple, pour l'humanité, les individus humains sensibles, et il n'est impossible que l'on puisse trouver une forme de l'homme qui ne soit pas unie à une matière. Donc, il n'existe pas pour Aristote d'homme en soi intelligible. Donc pour Aristote, toute forme de l'homme est unie à une matière et comme nous l'avions vu, pour l'homme, donc sa forme c'est son âme et sa matière c'est son corps. J'en viens donc maintenant à la question qui avait été posée, pourquoi le ballon tombe-t-il? Eh bien, ici, je vous reproduis une diapositive qui fait partie de celle qui se trouve dans les diapositives liées au cours, que j'ai très légèrement modifiée parce que peut-être que la question qui m'a été posée était due à, je dirais, un mauvais positionnement de certains éléments. Donc, si nous prenons cette situation, la cause motrice, c'est la cause active qui initie le début du mouvement. Dans le cas précis, supposons donc qu'une personne tient un ballon dans ses mains, le mouvement du ballon qu'on fait tomber, donc est provoqué par le fait qu'on lève l'obstacle à son mouvement, puisque pour Aristote, le ballon, de par lui-même, naturellement va se porter vers le bas, c'est-à-dire vers le centre de l'univers. Et je le rappelle, non pas parce qu'il soit attiré par quoi que ce soit, mais simplement parce que c'est dans sa forme, non, donc c'est dans sa matière même, donc nous préciserons ensuite, donc c'est dans sa matière même qu'est inclus ce dynamisme interne par lequel elle va, sans aucune volonté consciente ni quoi que ce soit, mais de façon spontanée, rejoindre le centre de l'univers et donc tomber. Donc, ce qui initie le mouvement du ballon, qui tant qu'on le tient reste immobile, eh bien c'est la main ou c'est le joueur. Donc c'est lui qui est la cause motrice, c'est lui qui initie le mouvement. Mais qu'est-ce qui fait que une fois que l'obstacle est levé grâce à la cause motrice, qu'est-ce qui fait que le ballon tombe au lieu de s'envoler, par exemple? Eh bien, c'est clair que ce qui fait qu'il tombe, c'est la matière dont il est composé, et il s'agit ici donc du cuivre qui lui-même est composé de façon majoritaire de l'élément terre. Je reviens sur l'analyse qui a été déjà faite. Cet élément terre est lui-même composé d'une forme et d'une matière, c'est-à-dire qu'on peut en donner une analyse illémorphique. Et donc, sa matière, c'est la matière primordiale sans qualité, et sa forme, c'est la jonction des deux qualités élémentaires, le froid et le sec. Et donc, qu'est-ce qui fait que le ballon tombe? Eh bien là, nous pouvons dire que ce qui fait qu'il tombe, ce sont ses qualités élémentaires, c'est-à-dire sa forme, la forme de son élément. Donc, ce qui fait qu'il tombe, eh bien, pourquoi peut-on dire que ce sont ses qualités élémentaires? Eh bien,
nous voyons que la Terre, elle est composée de la combinaison du froid et du sec. Eh bien, il suffit de faire basculer l'une de ces qualités dans son contraire pour, pour expliquer pourquoi cet élément tombe. Supposons que au lieu d'avoir le froid et le sec, nous ayons eu le chaud et le sec. Donc nous faisons basculer froid dans son contraire, le chaud. Eh bien, pour Aristote, la combinaison du chaud et du sec, ça donne du feu, et le feu est spontanément en direction vers la limite de l'univers, donc ce qui nous donne vers le haut, c'est-à-dire la dernière sphère. Donc, nous voyons bien donc, que si cet élément ne possédait pas les qualités qu'il possède, alors dans l'aristotélisme, il n'aurait pas le mouvement naturel qu'il a. C'est donc nous pouvons dire que vraiment ce qui est à l'origine du mouvement du ballon qu'on lâche vers le bas, c'est la combinaison de ces qualités des qualités élémentaires de l'élément dont il est composé. Donc là, nous sommes bien dans la matière, c'est-à-dire le froid et le sec. Quant à la matière primordiale, donc là vraiment la matière ultime, elle est sans qualité, donc ça ne peut pas être elle qui est cause de quoi que ce soit. Étant sans qualité, elle ne peut pas être une cause explicative de quoi que ce soit. La seule explication qu'elle fournit, c'est le fait d'être un réceptacle, d'être un substrat pour toutes les qualités. Et donc, nous avons vu pourquoi le ballon tombe. On pourrait poser la question, mais alors, à quoi sert la forme ici? Où intervient la forme sphérique? Si nous analysons cette forme, eh bien, en soi, nous voyons qu'elle permet au ballon de rouler. Certes, mais ce que nous pouvons également constater, c'est que ce n'est pas une forme naturelle. C'est une forme qui a été introduite dans la matière pour permettre la réalisation d'une fin bien particulière, par exemple jouer au football. Donc, ici, en fait, nous sommes dans le cas d'un objet fabriqué, un artefact, dont la forme n'est pas naturellement liée à la matière, mais accidentellement liée à celle-ci, et ceci par l'intervention d'une cause humaine. Alors que dans d'autres cas, nous pouvons nous trouver face à des formes qui sont naturellement liées à la matière, par exemple, si je reprends le cas de l'être humain, eh bien, son corps est naturellement lié à sa forme, son âme, et nous trouvons dans le traité aristotélicien les parties des animaux, livre 2, cette célèbre formule, ce n'est pas parce que l'homme a une main qu'il est intelligent, mais c'est parce qu'il est intelligent qu'il a une main. Effectivement, cela signifie que le corps humain est naturellement formé de telle sorte à lui permettre de réaliser les aptitudes de son âme. Et donc, l'aptitude humaine, c'est l'intelligence, en particulier, donc l'intelligence pratique, et c'est pour pouvoir réaliser ces aptitudes que le corps humain est configuré comme il est. Voilà, je pense avoir donné une réponse assez complète à la question qui était posée. En tout cas, elle nous aura permis de réviser les 4 causes. Si cette analyse vous semble trop complexe, ne vous attardez pas trop. Je vous le rappelle, en tout cas en ce qui concerne la matière, la simple analyse à partir de la matière prochaine et peut-être à partir des éléments suffira.